Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio pour parler de l'actualité évidemment et parler de l'actualité avec vous. Vous intervenez 0826 300 300, vous avez l'habitude de cette émission, de notre émission. De quoi allons-nous parler? Le gouvernement sera-t-il censuré? Cet après-midi, 2 motions de censure soumises au vote à l'Assemblée nationale. Et entre 11h et 12h, débat politique sur l'antenne de Sud Radio ce lundi, avec 3 députés qui seront invités. Certains députés sont encore indécis, nous ferons le point tout à l'heure, entre 11h et midi, et nous organiserons ce débat autour de ces 2 motions de censure. Les épreuves de spécialité du bac ont commencé. Certains syndicats appellent les surveillants à des grèves, les surveillants des épreuves à la grève. On ne touche pas au bac, répond Laurent Verger. Dans un instant, un professeur de lycée en grève. Grève des profs, vous soutenez à l'occasion du bac, ou vous pensez qu'il ne faut pas perturber les épreuves, ni perturber les enfants? Vous nous le dites, 0826 300 300, on en parle évidemment. Le Crédit Suisse, racheté par UBS, l'autre grande banque suisse. Les inquiétudes demeurent et ce matin, les grandes banques européennes dévissent sur les marchés financiers et boursiers en plein doute. Faut-il être inquiet? Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, sera avec nous à 10h45 tout à l'heure. À 12h05, notre invité sera le colonel Pierre de Jong, ancien chef de corps du 3e RIMA, régiment d'infanterie de marine, aide de camp de François Mitterrand et Jacques Chirac et fondateur de l'Institut Thémis. Il publie Agir entre les lignes. C'est une enquête sur les sociétés militaires privées, Blackwater, Wagner et autres, les mercenaires des temps modernes. Certains États conduisent des guerres par procuration. Je parlerai aussi à Pierre de Jong de la guerre en Irak. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui est le début de la guerre en Irak. Une guerre dont personne n'est sorti gagnant. C'est le point qu'on fera 20 ans après. Il est 10h32. Merci d'être avec nous. Dans quel monde vit-on? Des tags, des caillassages, des insultes, des menaces. De nombreux députés favorables à la réforme des retraites font l'objet d'intimidations. Félix Mathieu. Et oui, la permanence d'Éric Ciotti caillassée hier, vitrine brisée. Je ne céderai à aucune intimidation, affirme ce matin le député des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains qui porte plainte. Enquête ouverte. Après ces dégradations, environ 280 manifestants se sont rassemblés hier devant ce local d'Éric Ciotti pour lui demander de voter les motions de censure contre le gouvernement. Autre registre, les menaces. Un pendu tagué par exemple sur la permanence de Guillaume Gouffier-Valente, député Renaissance à Vincennes. Graffiti accompagné de messages dénonçant, je cite, un déni de démocratie. Une eurodéputée LR, Agnès Evren, annonce sur Twitter qu'elle porte plainte elle aussi après avoir reçu des menaces de mort. Capture d'écran à l'appui des messages où les références à la guillotine alternent avec les insultes. La permanence de la sénatrice du Pas-de-Calais aussi, Amel Gacquer de l'Union centriste, taguée vendredi. Des inscriptions comme « Vous votez contre nous, on s'en souviendra » ont été apposées sur cette permanence. Alors ça vous fait réagir, cette forme de violence? 0826 300 300. Vous nous dites, vous intervenez évidemment, puisque ici Libre Antenne, je regarde plusieurs manifestations. On court autour de Rennes et ailleurs en Bretagne contre cette réforme des retraites. Il y a des opérations escargots, des tentatives de blocage de la circulation sont en cours. Dites-nous, là encore, 0826 300 300. Nous allons parler de l'école. Pourquoi l'école et pourquoi le lycée et pourquoi le bac? Parce qu'aujourd'hui, il y a les épreuves du bac, des épreuves importantes puisque ce sont les épreuves de spécialité. Les épreuves de spécialité qui concernent 536 081 candidats, 536 081 candidats. Il est 10h34 pour en parler avec nous. Jean-Marc Préel, qui est membre du syndicat Force ouvrière, professeur de sciences économiques et sociales en lycée à Rouen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 536 000 candidats. Vous étiez mobilisé pour surveiller ces épreuves, Jean-Marc Préel? Écoutez, on est, oui, un certain nombre à être mobilisés dans notre lycée, effectivement. Dans votre lycée. Vous faites grève ou pas?
Écoutez, en tout cas, nous en avons discuté largement en Assemblée Générale ce vendredi. Oui. Et effectivement, un certain nombre de collègues, non négligeables, de manière importante, ont décidé de faire grève aujourd'hui. Vous-même, vous faites grève? Oui. Vous-même, vous faites grève? Oui, Donc tout à fait. vous avez volontairement décidé de ne pas surveiller les épreuves du bac? Tout à fait. Bien, pourquoi? Écoutez, ce mouvement s'inscrit dans la continuité du mouvement contre la réforme des retraites. Et en particulier, suite à l'annonce du 49.3, qui a été vraiment pris par l'ensemble des collègues comme un déni de démocratie, un coup de force qui n'a fait qu'attiser la colère des collègues qui étaient dans le mouvement contre la réforme des retraites. Donc, c'est la poursuite de la grève contre la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger dit « il ne faut pas gêner le bac », je le cite, « pour un jeune en terminale, le mois de mars est un stress total. Cette période est déjà très dure pour eux. Si en plus ils ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès, on n'aide personne, la CFDT est claire, on ne gêne pas le bac. » Que lui répondez-vous? Écoutez, depuis des mois, depuis le ministre Blanquer, ils n'ont fait que détruire le bac comme examen national. Avant, il n'y a pas si longtemps, nous avions encore des épreuves nationales en juin, où tous les élèves passaient des épreuves terminales, nationales, anonymes, l'égalité de traitement. On tenait beaucoup à ce diplôme national. Ils l'ont saccagé, ce diplôme. En mettant des épreuves en mars, c'est une aberration pédagogique. Donc nous n'avons en tête que l'intérêt des élèves. Depuis des mois, tous les syndicats disent que ça n'est pas possible des épreuves de spécialité en mars. Quelle est la cohérence pédagogique de faire passer des épreuves de baccalauréat au mois de mars, en milieu d'année? Les élèves ne sont pas préparés. Les élèves, les enseignants ont eu une pression énorme. Les élèves ne vont pas bien, les enseignants vont pas bien. Mais ça, c'est le fruit de la politique menée par M. Blanquer, M. Ndiaye, qui se sont entêtés à détruire le bac en juin, à maintenir des épreuves au mois de mars contre l'avis de tous, là encore, un déni de démocratie. Tous les syndicats disaient non, c'est pas possible, tous les personnels, et ils se sont entêtés à aller faire des épreuves en mars. Oui, effectivement, les élèves, nous demandons que les épreuves aient lieu en juin. Il est tout à fait possible, et ce serait la sagesse, de dire il faut mieux préparer les élèves, il faut travailler sereinement, on fait tout le programme sur l'année et on a des épreuves en juin. C'est ça que nous demandons. Et effectivement, nous avons l'intérêt des élèves en tête. Bien, Jean-Marc Préel, vous avez peut-être l'intérêt des élèves en tête, mais la réalité, c'est que ces épreuves, c'est un tiers des résultats du bac, ces épreuves de spécialité, sont aujourd'hui programmées en mars. D'abord, est-ce que vous vous engagez à ne pas faire grève en juin, quelle que soit la situation, si les épreuves sont reportées en juin? Ça dépend du contexte social. Je ne peux pas vous répondre en théorie. Donc, le fond du problème, Jean-Marc Préel, c'est pas l'intérêt des élèves. Le fond du problème, c'est la colère contre la réforme des retraites. Soyons directs. Au départ, on est bien d'accord, c'est dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Mais les collègues disent aussi qu'on est sans cesse méprisé, que la destruction... Ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais le fond du problème, c'est la réforme des retraites. Donc moi, je vous pose sincèrement la question, vraiment, est-ce l'intérêt des élèves que de les empêcher de passer leur épreuve du baccalauréat? Écoutez, on les empêche pas. Ce terme-là, je l'utilise pas. On utilise notre droit. C'est-à-dire, vous ne les empêchez pas, c'est-à-dire? On utilise notre droit de grève. Après, c'est pas à nous d'assurer. C'est l'institution qui fait en sorte que les épreuves se passent ou non. Donc les épreuves se passent ou pas dans votre lycée? En fait, on sait très bien que de toute façon, comme les épreuves ne sont plus réellement nationales, que tout est prévu et qu'on n'est pas au mois de juin, donc tout est prévu pour que de toute façon les élèves, il y ait des solutions pour qu'ils repassent les épreuves Non mais là, aujourd'hui, non mais Jean-Marc Préel, soyons directs et soyons francs. Aujourd'hui, est-ce que les élèves
dans votre lycée, dans tous les lycées de Rouen, est-ce que les élèves peuvent passer leurs épreuves de bac? On verra cet après-midi, ça dépendra bien sûr. Est-ce que vous souhaitez qu'ils puissent les passer? Moi, je souhaite qu'ils puissent passer un vrai baccalauréat. Non, mais d'accord, mais là, Jean-Marc Préel, est-ce qu'aujourd'hui, engagez-vous, dites oui, j'ai envie de bloquer, oui, je ne veux pas que les élèves passent leur bac. Dites-le, franchement. Non, vous voulez me faire dire ce que je veux pas dire. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez, mais vous n'osez pas le dire. Ah si, tout à fait. Effectivement, ça pourrait, si on aboutit à un nombre de grévistes important, que les épreuves, effectivement, soient reportées. Est-ce que vous le souhaitez? Ah ben oui, je souhaite que les épreuves soient reportées. Vous souhaitez que les enfants, vous souhaitez que les élèves ne passent pas leur bac? Je souhaite qu'ils le passent au mois de juin dans des conditions sereines. Vous souhaitez les empêcher de passer leur bac? Dites-le clairement. Non, je souhaite qu'ils passent leur bac au mois de juin dans des conditions sereines. On souhaite travailler sereinement. Mais mettez-vous à la place, moi je comprends Laurent Berger, mettez-vous à la place de ces enfants qui avaient programmé leurs épreuves au mois de mars. Est-ce que c'est leur intérêt? Est-ce que vous agissez en leur intérêt? Vous avez des élèves en lycée, vous avez des élèves, vous êtes enseignant, moi je ne comprends pas. Je vous le dis sincèrement. Alors, allez-y, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi en quoi c'est l'intérêt des élèves. En quoi? Vous les avez préparés à ces épreuves. On les a tous les jours, les élèves, vous savez. Moi et les collègues disent, et moi aussi, les élèves vont mal, les enseignants vont mal parce que justement, ils ont été... Est-ce qu'ils iront mieux en ne passant pas leurs épreuves? Ils iraient mieux si enfin le ministre décidait de rétablir des épreuves nationales du baccalauréat en juin. Oui, ça, ils iraient mieux. Non, mais on comprend très bien votre... Jean-Marc Préel, tout le monde comprend très bien que vous êtes opposé à cette réforme du bac. Fort bien. Mais elle est là. Alors, elle est là. Aujourd'hui, il y a des épreuves programmées. Donc, vous me dites clairement, je demande à ce que ces épreuves soient annulées, à ce que les élèves ne passent pas ces épreuves. Notre revendication, c'est bien effectivement le report des épreuves en juin. Ça, donc pas d'épreuve du bac, vous dites c'est clair, vous dites aux enfants, vous ne passez pas vos épreuves aujourd'hui. Notre revendication depuis des mois, et pas seulement nous, c'est effectivement de rétablir des épreuves nationales en juin, tout à fait. Donc pas d'épreuve aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Préel, au moins c'est clair, et j'aime bien, au moins vous êtes franc, il a fallu un peu que je vous pose des questions, mais au moins c'est clair. Les choses sont très claires. Merci, dans tous les cas, vous réagissez. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. La réalité, c'est que les épreuves en juin, oui, c'est vrai que c'est une vieille revendication de certains syndicats de l'éducation nationale, mais la réalité, c'est que ça s'inscrit dans la contestation de la réforme des retraites. Alors moi, je pose simplement la question, est-ce que les enfants doivent être en quelque sorte utilisés pour contester la réforme des retraites? Je vous pose franchement la question. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Chacun aura son opinion sur la question. Et vous allez l'exprimer, évidemment. Tariq est dans les Yvelines. Bonjour Tariq. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien Tariq? Ça va et vous? Oui, vous avez été prof de chimie en lycée pendant 10 ans. Vous avez démissionné il y a 6 mois. Vous étiez à bout, vous en aviez marre. Que faites-vous aujourd'hui Tariq? Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je me dirige dans le métier des ingénieries dans le bâtiment, les expertises énergétiques. Ah d'accord, c'est intéressant ça. C'est intéressant, l'expertise énergétique. Je peux vous dire que vous allez avoir du boulot, hein, Tariq, hein? Tout à fait, ouais. Bon. Alors, vous avez entendu ma discussion avec cet enseignant qui a fini par nous dire la réalité des choses, qu'il était contre et qu'il s'opposait au passage des épreuves. Vous pensez qu'il faut s'opposer au passage des épreuves? Écoutez, qu'on s'oppose ou pas aux épreuves, au passage des épreuves, de toute façon, les élèves ne seront pas lésés. Moi, je vais être encore plus pragmatique que M. Préel. On fera encore appel à la bienveillance des professeurs dans les notations, on va surnoter les élèves, et puis lors de l'harmonisation des notes, on va encore gonfler les notes. Oui, mais encore final, avant d'avoir des notes, encore faut-il que les épreuves puissent se dérouler. Elles se déroulent, de toute façon, elles se dérouleront. Elles se dérouleront, vous pensez, Tariq, sans problème? Non, mais elles se dérouleront de toute manière. De toute façon, on va réaménager le calendrier, et puis ce sera fait. Mais le fait de dire les pauvres élèves, le fait de dire les pauvres élèves, ils vont être lésés, etc.,
C'est le bac aujourd'hui, il vaut pas grand-chose. Hein. Non mais Tariq, il a peut-être baissé, mais pour un enfant, avoir le bac, peut-être qu'il ne vaut pas, il vaut ce que vous estimez qu'il vaut. Mais mettez-vous à la place d'un lycéen. Le lycéen attend d'avoir son bac, il rêve d'avoir son bac, Tariq, même s'il est dévalué, vous le savez bien. Non mais ils vont tous avoir leur bac. Mais pas tous, mais 90%. Oh, plus que ça même. Non mais de toute façon, M. Brunin, vous n'avez jamais enseigné en lycée, vous n'avez jamais été professeur. J'ai jamais été professeur au lycée, mais j'ai enseigné. Je peux vous assurer que les élèves sont contents. Les élèves sont contents, tant mieux. Qu'ils sont contents qu'on va pouvoir reporter les examens, vous savez. Moi, je les ai vus, parce que j'ai connu une grève comme ça il y a quelques années, c'était en, je sais plus, 2019, je crois. Je surveillais les épreuves orales, écrites, et dans mon lycée, c'était à François Villon, vous savez, les élèves ont fait grève, voilà, ils ont perturbé, les élèves eux-mêmes ont perturbé les examens, et puis on a été obligé d'annuler. Donc, vous croyez que c'est dans l'intérêt des élèves, ça ? Non, pas forcément dans l'intérêt des élèves, mais c'est pas ça la question. Bon. C'est pourtant la question essentielle, l'intérêt des enfants, c'est la question essentielle. Oui, certes, mais vous savez que c'est pas parce que vous allez reporter les épreuves du bac qu'ils vont rater leur vie, les élèves. Hein. C'est pas la question cruciale, en fait. Il faut plutôt se pencher du côté ça sert à rien, quoi. Finalement, les études ne servent à rien, le bac ne sert à rien, Tariq. Non, c'est les compétences qui servent. Il faut enseigner les compétences, et le problème, c'est que le bac, il est dévalué aujourd'hui. Oui, et je vous dis tout de suite, il vaut rien. J'ai enseigné pendant 10 ans. On fait que surévaluer, on fait que supprimer des programmes, on surcharge les classes, on n'arrive pas à suivre les élèves comme il faut. C'est ça la réalité. Le reste, vous savez, c'est de la politique politicienne, comme vous aimez dire parfois. Ah oui, ça je déteste. Merci Tariq. Merci à vous. Merci Tariq. Vous réagissez 0826 300, il est 10h46. Tiens, les banques et les marchés financiers sont inquiets. Hier, le Crédit Suisse a été racheté par la plus grande banque suisse, l'UBS. Le Crédit Suisse, c'était la deuxième banque suisse, rachetée par la première. Les marchés financiers ne sont pas rassurés. Nous allons en parler dans un instant avec Christian de Boissieu, qui sera notre prochain invité. Vous réagissez à 0826 300. On est là pour ça. On est là pour dialoguer, on est là pour discuter. On a le temps jusqu'à 12h30. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons des marchés financiers avec Christian de Boissieu. Et je me réjouis de retrouver Christian de Boissieu en direct. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vice-président du Cercle des économistes. Nous en parlions la semaine dernière avec vous et avec plusieurs invités. La banque suisse, le Crédit Suisse, a été rachetée par UBS hier soir. Alors, il faut rappeler que Crédit Suisse était la deuxième banque suisse, rachetée par la première. Hein, c'est ça, Christian de Boissieu? C'est exactement ça. Oui. C'était dans le tuyau quand on s'est vu jeudi, vendredi. Oui. Et donc, ça a été conclu pendant le week-end. Et je pense que sur ce terrain-là, les autorités suisses ont réagi parce que ce sont elles qui sont derrière ce rachat. C'est sur les autorités et le gouvernement suisse qui a demandé à la première de racheter la deuxième. Évidemment. Évidemment. Voilà. Alors, les marchés financiers étaient dans l'incertitude ce matin. Ils ont ouvert à forte baisse. Ça se redresse un peu les valeurs bancaires. Je regarde les derniers cours. Société Générale, -4, BNP, -3, Crédit Agricole, -2. Il y a eu inquiétude. Évidemment, le cours de bourse de Crédit Suisse s'effondre, mais c'est logique. Hein. Il y a toujours une inquiétude sur les marchés financiers. Je vous disais la semaine dernière, je n'ai pas changé d'avis. Tout ça se déroule dans un contexte de finances fragiles, ce que j'ai appelé une finance mondiale inflammable. Oui. Et donc, il y a, suite à la faillite de la banque californienne SVB il y a 10 jours, il y a des effets de contagion au plan mondial, parce que les marchés financiers sont interconnectés au plan mondial. Oui. Et donc, et puis, rajoutons une deuxième raison, c'est que avant ces événements qui ont commencé il y a une dizaine de jours, les bourses avaient quand même battu des records de hausse. Vous vous souvenez, on faisait cocorico il y a 2 semaines, 3 semaines, quand le CAC 40 avait battu son record. Donc, quand trop c'est trop, une petite allumette suffit à créer une crise de confiance.
dans l'ensemble du système financier qui est interconnecté. Et donc je pense qu'il faudra quelques jours, il faudra sans doute aussi des actions, en tout cas des concertations des ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale au plan mondial plus fortes pour que les marchés arrêtent cette petite déprime, quoi. Cette petite déprime, est-ce que, question que tout le monde se pose, on m'a posé plusieurs fois la question, Christian de Boissieu, est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce que nous, épargnants, dépositaires dans les banques, est-ce que nous devons être inquiets? Écoutez, je vous ai dit la semaine dernière, non, je n'ai pas non plus changé d'avis parce que, globalement parlant, et même cas par cas, les banques françaises se portent globalement bien. Elles ont affiché une rentabilité record pour la plupart d'entre elles en 2022. Elles ont des fonds propres. Ça, c'est la conséquence du durcissement de la réglementation qui, depuis 15 ans, a obligé les banques à avoir plus de fonds propres. Elles ont des liquidités. Donc moi je suis client d'une banque moyenne indépendante. J'ai réfléchi, mais pas longtemps. Je reste dans ma banque parce que j'ai pas de raison d'aller vers une grande banque. Et il y a en plus la garantie des dépôts qui joue jusqu'à 100 000 euros par personne. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un peu ceinture et bretelle, si vous permettez l'expression. Et donc les marchés corrigent parce qu'il y a un sentiment de défiance à l'égard des banques en général, mais c'est pas nécessairement justifié au cas par cas. Alors cette défiance qui persiste ne vous inquiète pas donc? Moi, je ne suis pas inquiet, je suis pas tout jeune, j'ai vécu pas mal de crises bancaires depuis 20 ou 30 ans. Je répète, les marchés avaient trop monté, donc l'occasion de cette correction, c'est l'onde de choc de la faillite de cette banque californienne et puis le Crédit Suisse qui était fragile depuis des années. Alors les événements ont accéléré la restructuration du Crédit Suisse et son rachat, et puis les marchés financiers, ça monte et ça baisse, donc il faut accepter. C'est le yo-yo, on accepte plus facilement la hausse quand on est actionnaire que la baisse, mais il faut accepter. Merci Christian de Boissieu, merci encore une fois pour ce regard sur les marchés financiers. Merci à vous. Il est 10h55, vous êtes sur Sud Radio évidemment. Alors nous allons parler de la réforme des retraites, nous allons parler de ces deux motions de censure qui seront soumises au vote cet après-midi à l'Assemblée nationale. Nous allons essayer de savoir ce que ça va donner, mais je ne suis pas là pour faire de la prédiction. Vous savez que je déteste le journalisme de prévision. Ce qui m'intéresse, c'est les discours des uns et des autres, les faits et les idées défendues par les uns et les autres. Nous allons débattre de ces deux motions de censure dans un instant avec nos invités, 3 députés, un député PS, un député Lyotte et un député du Modem, le porte-parole d'ailleurs du groupe Modem à l'Assemblée nationale. À tout de suite, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Tiens, à ce propos, j'ai vu que le conseil d'administration de Total Énergie proposait une augmentation de 10% de la rémunération de son PDG en 2023. Évidemment, ça fait jaser, Le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, le conseil d'administration propose 10% d'augmentation. Je ne sais pas si c'est bien accueilli, si ça va être bien accueilli. Allez, j'en parlerai, à nos 3 députés. À tout de suite, 10h56. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons évidemment parler de ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale, avec 2 motions de censure qui seront soumises au vote. Je dis bien soumises au vote, 289 députés pour qu'une motion de censure soit adoptée. C'est 87. Pourquoi je dis 80? Je sais plus compter. Il y a eu des annulations d'élections. Il y a eu des partiels en cours. Ah oui, il y a 2 partiels, vous avez raison. 289, nous étions 577, nous sommes un peu moins en ce moment. Vous êtes un peu moins, vous êtes combien vous êtes là? 500, donc 280. Il en manque 4. Il en manque 4, oui. Il y a des votes, oui, effectivement, des partiels. Bien, donc 287
pour que l'une de ces deux motions de censure soit adoptée. Nos invités, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, membre de la NUPES, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Saint-Huil, député Lyot du Nord, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bruno Millienne, député des Yvelines et porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée, bonjour et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, j'appellerai Véronique Besse, qui est députée non inscrite de Vendée, et j'appellerai Emmanuel Ménard, député non inscrite de l'Hérault, parce qu'on parle toujours des députés qui sont membres d'un groupe à l'Assemblée nationale, mais il y a des députés non inscrits qui choisissent en toute liberté leur vote, voter la censure ou ne pas voter la censure. Avant d'entrer dans le débat autour de ces motions de censure et de cette réforme des retraites, je voudrais vous soumettre cette information qui est passé un peu inaperçu. Jeudi, il y avait conseil d'administration de Total Énergie. Et le conseil d'administration de Total Énergie a indiqué qu'il proposerait une hausse de 10% de la rémunération de son PDG en 2023, Patrick Pouyanné. Qu'en pensez-vous ? Je fais un petit tour. Tiens, Bruno Millienne, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'à un moment, il faut un petit peu de décence et il faut arrêter. Il a été augmenté de plus de 50% l'année dernière. Je sais pas si ces gens-là se rendent compte de ce qui se passe réellement dans le pays. Pas besoin de 10% en plus, Patrick Pouyanné. Alors après, c'est dans son contrat. Hein. C'est dans son contrat. Voilà, il y a eu des résultats exceptionnels pour Total, donc forcément, il a droit à une rémunération complémentaire, une augmentation de sa rémunération. Enfin, je serais lui, je la rendrais. Vous ne l'accepteriez pas ? Oui, ou je la rendrai, ou je la rendrai en participation. Benjamin Saint-Huil, qu'en pensez-vous ? Oui, mais écoutez, il y a une forme d'outrance et de surenchère permanente. Total a des résultats historiques. Mais on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir, mais c'est très bien, mais on n'est pas obligé derrière. On peut aussi rappeler que Total a bénéficié de la volonté du gouvernement de mettre en place la ristourne à la pompe plutôt que de taxer particulièrement ces groupes-là. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les chiffres de Total sont encore meilleurs et que ça a eu un impact. Oui, il y a quelque chose d'absolument inacceptable. Malheureusement, c'est toujours ceux-là qui s'enrichissent ces dernières années. Je reviendrai sur le sujet d'ailleurs demain ou les jours prochains. Philippe Brun, qu'en pensez-vous ? Évidemment, cette augmentation, elle est inacceptable et dans la période incompréhensible. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est pourquoi Total a fait de si gros profits cette année. Et une grande partie de ces profits, c'est pas la question de l'augmentation du prix du carburant, c'est le trading d'énergie. C'est l'activité spéculative de vente d'énergie et d'achat d'énergie sur le marché européen d'électricité. Donc ces super profits de Total, ils sont à mettre en relation avec le déficit record d'EDF cette année. Vous savez que j'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi de nationalisation d'EDF qui a été d'ailleurs adoptée et qui passe au Sénat en commission cette semaine. Et je crois que nous devons profondément réformer ce marché européen de l'énergie spéculative qui explique en grande partie cette rémunération. Nationalisation de Total ? Non, en tout cas... Est-ce que vous seriez... Non, mais je vous pose la question, hein, franchement, est-ce que vous seriez favorable à une nationalisation de Total ? Total était jadis nationalisé, c'était Essence et Lubrifiant de France. En tout cas, moi je ne crois pas que ce soit une activité de souveraineté. Je suis en tout cas moi favorable à ce Donc que vous nous n'êtes pas favorable à une nationalisation de Total. Ça nous coûterait très cher compte tenu des bénéfices de cette entreprise. Mais en tout cas, sortir l'électricité du marché européen tel que nous le vivons aujourd'hui, qui est un marché spéculatif. Et quand on voit les bénéfices de M. Pouyanné, quand on voit ces stock options, il faut aussi penser à tous les boulangers qui sont en galère aujourd'hui, qui voient leur facture d'électricité faire x12, x14. C'est Total qui s'en met plein les poches aujourd'hui. Bien, nationalisation de Total, non ? Oui, je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Bruno Millienne non plus. Ce serait pas raisonnable en termes de coût. Ce serait pas raisonnable en termes de coût, oui, mais ça coûterait une fortune. Ça, c'est évident. Allez, si je peux juste rajouter un mot. Ce qui est dommage sur ce genre d'information, c'est que ça jette le discrédit sur tout un tas de chefs d'entreprise qui font plutôt bien leur boulot et qui redistribuent. Et on ne focalise que là-dessus. Mais Total redistribue à ses salariés. Oui, mais redistribue, mais c'est tellement énorme ce que prennent les dirigeants. Enfin, il y en a d'autres. On peut parler de Stellantis, on peut parler d'autres entreprises qui sont des groupes fantastiques. Mais il y a un moment où ces gens-là devraient se dire... Moi aussi, je dois participer à ce que vit le pays et peut-être... Là, c'est bon, on ne peut pas aller au-delà de l'outrance, quoi. Bien. Il est 11h08. Alors, venons-en à la réforme des retraites. Encore un mot avant, je voudrais que nous intéressions au ramassage des déchets parce que ça concerne Paris,
certains arrondissements à Paris, mais pas que Paris, puisque problème de ramassage des déchets dans de nombreuses communes de France. Dans vos circonscriptions, non, il y a des non, tout se passe bien, rien. Pas directement. Bon, rien. Bon, mais il y a des villes qui sont concernées. La quantité de déchets à Paris en souffrance se stabilise ces derniers jours. Selon la mairie de Paris, Félix Mathieu, on en est où? Oui, 10 000 tonnes de déchets environ sur les trottoirs de la capitale. Ce week-end, des camions bennes réquisitionnés collectaient les ordures, comme ordonné jeudi par le préfet de police. L'entreprise de Richebourg a annoncé elle-même dans un communiqué avoir été réquisitionnée par la préfecture de police pour ce service minimum de collecte. Au total, 5 garages de camions bennes ont repris une activité. 2 sociétés concessionnaires de traitement, plusieurs agents requis depuis vendredi, précise aussi la préfecture. Du côté des habitants, quelques-uns par endroit ont pris sur eux de faire venir à leurs frais des camionnettes pour enlever leur tas d'ordures. D'autres, au contraire, de fibres plus militantes, s'emploient à attacher les poubelles entre elles pour empêcher leur enlèvement par les agents réquisitionnés. Et voilà, 2 poubelles unies par les liens du Serflex. Alors ici, c'est une militante d'Alternativa. Les grévistes, en tout cas des 3 sites d'incinération, ont mis en place des barrages filtrants pour laisser passer des camions de collecte. Question de sécurité pour limiter les risques d'épidémie, expliquent ces éboueurs qui ont par ailleurs reconduit leur action au moins jusqu'à demain mardi. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas des paradoxes dans cette grève des éboueurs? Le paradoxe, c'est que les déchets s'amoncellent, c'est que certains les ramassent en privé en louant des camionnettes et vont les décharger n'importe où. Évidemment, pour des raisons écologiques, c'est pas terrible. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là dans ce mouvement, Philippe Brun? Vous le regardez comment? Je ne vois pas le paradoxe. En tout cas, il y a des activités essentielles à notre pays et on s'en rend compte aujourd'hui. Et des femmes, des hommes, surtout des hommes, s'agissant des éboueurs, qui ont un métier essentiel, qui est très mal rémunéré, pas bien considéré. Et ces gens vont être les premiers à payer cette mauvaise réforme des retraites. Par leur action, ils montrent avec une force. Vous soutenez cette action, vous? Bien sûr, ils ont le droit de faire grève. Après, vous savez que dans les arrondissements où c'est le privé qui ramasse, il n'y a plus de poubelles. Hein. C'est une vraie publicité pour l'entreprise privée que vous faites, non? Ouais, écoutez, ceux qui sont dans le privé peuvent aussi. Je dis ça comme ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout autant le droit de grève dans le privé que dans les arrondissements publics. Sauf qu'ils ramassent les poubelles. Peut-être qu'il y a un meilleur dialogue social de ces entreprises. Il arrive qu'il y ait donc dans le du privé, il y a un meilleur dialogue social que dans le public. En tout cas, cela dépend des endroits. Ce que je constate, c'est que dans le privé aussi, il y a beaucoup de grèves aujourd'hui. Moi, je vois dans ma circonscription, y compris dans les entreprises privées très rentables, il y a aussi des grèves. Bon, Bruno Millienne, il était temps que, non pas que ça cesse, parce que la grève continue et c'est un droit constitutionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais là, il y avait un problème de salubrité publique quand même. Moi, je suis désolé, les parents qui voyaient les poubelles s'amonceler devant les écoles, alors elles ont été assez rapidement déblayées, les rats qui circulent et tout, ça pose quand même un problème de salubrité publique. J'entendais une élue écologiste de la mairie de Paris dire que les rats n'avaient pas de maladie. Enfin, moi, je veux bien qu'elle... on dit pas rat d'ailleurs, on dit surmulot, j'avais oublié. Et moi, je veux bien qu'elle me prouve le contraire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on peut régler le problème facilement. Le président de la République prend la parole. Il retire cette réforme, il change de gouvernement, il installe une nouvelle méthode de travail, et vous verrez, le travail va reprendre sereinement dans ce pays. Il y a eu des semaines de mobilisation qui se sont faites dans un respect absolu de l'ordre républicain, tenu par l'intersyndicale. Et il ne faudrait pas que quelques éléments d'exemple viennent masquer cette réalité. Et donc aujourd'hui, celui qui a les clés du sujet, c'est le président de la République. Alors, le président de la République a les clés du sujet, effectivement. Effectivement, vous avez raison. Il peut décider de retirer la réforme. Va-t-il le faire ou pas? Pour l'instant, il dit non. Je vais jusqu'au bout du cheminement démocratique. Voilà ce qu'il a déclaré. Dernière question autour de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a les épreuves de spécialité du baccalauréat. Certains syndicats d'enseignants demandent à ce que ces épreuves ne soient pas encadrées, ne soient pas surveillées et appellent à la grève. Laurent Berger s'élève contre cet appel à la grève en disant il ne faut pas toucher aux épreuves du bac. Quelle est la position du député socialiste Philippe Brun? Moi, je suis d'accord avec Laurent Berger. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que ce matin, les épreuves vont commencer, que ça se passe plutôt très bien. En tout cas, dans ma région, ça se passe très bien. Donc, il faut évidemment garantir aux jeunes... Il faut bloquer les épreuves. J'avais tout à l'heure un enseignant syndiqué qui appelait à la grève et qui disait il ne faut pas que les élèves puissent passer les épreuves. En tout cas, là, les épreuves, elles ont lieu. Et moi, je pense qu'il faut penser aux jeunes, qu'on prépare avec assiduité ces épreuves.
Et ce ne serait pas un bon signal à envoyer à nos jeunes. Encore une fois, cette mobilisation, mon collègue Saint-Tulle l'a rappelé, elle a été exemplaire. Il y a eu des millions de personnes dans la rue, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse. C'était un moment populaire, il y avait des poussettes, des retraités, des gens de tous les métiers, des couvreurs, des maçons, des plombiers qui venaient finalement manifester avec la CGT. On n'avait jamais vu ça avant. Il faut qu'on garde cette belle image de ce mouvement et c'est ainsi que je crois que nous finirons par l'emporter. Vous êtes d'accord, Benjamin Saint-Tulle ? Oui, je crois que la jeunesse, elle a sa place dans le mouvement social et qu'on n'a pas à dire aux organisations syndicales ce qu'elles doivent faire. Néanmoins, je considère que si l'éducation nationale s'est largement mobilisée ces dernières semaines et qu'elle continuera à le faire, ça ne doit pas être au détriment de notre jeunesse qui, par ailleurs, elle-même exprime une colère sincère et une incompréhension. Donc, il ne faut pas télescoper les sujets. Les gamins qui ont préparé ces épreuves, ils l'ont fait depuis longtemps, avec une perspective de construire leur avenir, d'obtenir des diplômes. On est dans le discours de la méritocratie que nous aimons beaucoup dans ce pays. Et donc, je pense qu'il ne faut pas télescoper les sujets. Le temps viendra de bloquer le pays poser encore. D'autres questions. Absolument. Et notamment le bac, la réforme du bac. Bruno Millienne. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'ont dit mes collègues. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Oui. Ça, c'est une épreuve du bac, effectivement, qui a été préparée de longue date par les élèves. Oui. Là, ça serait un petit peu beaucoup de la grosse manipulation et de la grosse ficelle que de faire ça. Laissons-les passer leur épreuve. Déjà, le stress est là. On va pas en rajouter par-dessus. Leur avenir est en jeu, donc laissons-les tranquilles passer leurs épreuves. Bien, motion de censure, votée ou pas, on aborde le débat. Dans 2 minutes, vous êtes sur Sud Radio, 11h14. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18, la réforme des retraites, 2 motions de censure qui seront soumises au vote. Je disais je m'étais trompé, 289, non, 287 pour que l'une des 2 motions soit adoptée. Nous avons 3 invités, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, Bruno Millienne, député des Yvelines, porte-parole groupe Modem à l'Assemblée, et Benjamin Saint-Tulle, groupe Lyotte du Nord, 20 députés, Lyotte. Je dis pas de bêtises. Absolument. Bon, d'accord. Et puis, en ligne, j'ai Véronique Besse, que je remercie, députée non inscrite de Vendée. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns députés non inscrits. Vous ne faites pas partie d'un groupe à l'Assemblée nationale, donc vous votez en toute indépendance, liberté. Personne ne vous dicte votre conduite. Qu'allez-vous faire cet après-midi ? Écoutez, parce que je suis libre et indépendante, je vais justement faire un vote en mon âme et conscience, parce que aussi j'ai fait beaucoup de terrain ce week-end et j'ai entendu ce que m'ont dit mes électeurs sur le terrain, et je vais voter en faveur de la motion de censure. Les 2 motions de censure, vous allez voter parce qu'il y a 2 motions de censure, l'une du Rassemblement national et l'autre du groupe Lyotte. Tout à fait, je voterai les 2 parce que pour moi c'est pas le sujet, quelle que soit l'origine de ces motions de censure, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est ce qui s'est passé jusqu'ici est tout à fait antidémocratique. Moi, je veux pas avoir un rôle de spectateur. J'ai été élu par mes concitoyens, donc je veux jouer un rôle et je veux surtout être leur porte-voix parce que ça fait depuis 9 mois que nous sommes élus, le 11e 49-3 que nous subissons. Et c'est celui de trop, là, le 11e, parce que moi, je voudrais pouvoir voter. Et je pense que si on avait voté jeudi, il y aurait moins de violence aujourd'hui dans le pays. Cela dit, là, vous allez pouvoir voter, Véronique Besse. Justement. Ça revient au même, à la limite. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Oui, ça revient au même. Mais je pense qu'on a créé de la violence pour rien. Il aurait fallu qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte les députés, qu'on respecte le peuple. Merci beaucoup Véronique Besse, merci beaucoup d'avoir donné votre avis en direct sur l'antenne de Sud Radio. Et je vais dans un instant appeler une autre députée non inscrite, Emmanuelle Ménard, députée de l'Hérault, qui va nous dire ce qu'elle va faire cet après-midi. Alors, ça ne revient pas au même. Pourquoi ? Imaginons, jeudi, vote. Je dis vote de tous les députés. Oui. Sur quoi ? Sur le texte de la réforme des retraites. Oui. Aujourd'hui, vote de tous les députés. Oui. Sur quoi ? Sur la réforme des retraites. Non, Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez pas dire ça. La semaine dernière, la possibilité qui était offerte à l'Assemblée nationale, c'était de dire si oui ou non il y avait une majorité pour le texte des retraites. Le président de la République et le gouvernement ont décidé de passer en force, de tordre le bras aux députés et de ne pas permettre ce vote, craignant d'être minoritaire. Bon, drôle de perception de la démocratie. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, ça n'est pas la réforme des retraites, ça n'est pas la question qui est posée aux députés de l'Assemblée nationale. C'est est-ce que vous voulez voir tomber ce gouvernement
qui a échoué. Et la question, elle se pose à tous, particulièrement à nos collègues républicains. Moi, je les entends depuis le début du mandat nous dire qu'ils sont dans l'opposition. Eh bien, chiche, soyons en cohérence, mesdames, messieurs, votez cette motion de censure, pas par plaisir du désordre, mais parce que vous voulez voir tomber ce gouvernement, ou alors vous ne direz plus que vous êtes dans l'opposition, vous accepterez de faire partie de manière silencieuse de la Macronie, et vous devriez même dire que la réforme des retraites, elle a une position libérale de principe, que c'est une position classique de droite, et que vous avez envie de participer au gouvernement, c'est aussi une option. Bruno Millienne. J'ai évidemment pas la même analyse que Benjamin Saint-Huil, parce que quand cette histoire de 49.3 suivie d'une motion de censure a été inscrite dans la Constitution de 58, dans l'esprit du général de Gaulle, c'était bien simple. Vous avez un texte que personne ne veut, même peut-être pas le Parlement, mais le gouvernement décide qu'il est d'intérêt général pour la nation. Donc il pousse le Parlement à se prononcer en dégainant le 49 alinéa 3, comme la Constitution le lui permet, ce qui entraîne automatiquement une motion de censure. Ça oblige les députés à se prononcer. Absolument, sur la motion de censure. Si, et là je rejoins Benjamin Saint-Huil, si effectivement il y a une majorité de contre, normalement on devrait les retrouver sur la motion de censure, et les motions de censure devraient être adoptées. Chacun, mais ça c'est l'esprit dans lequel a été fait cet article 49.3. Bruno Millienne. Mais moi j'ai toujours dit que je voterais le texte, donc je ne voterai pas la motion de censure. Donc vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue du Modem qui lui appelle à ce que le gouvernement change? Vous ne souhaitez pas voir le gouvernement changer? Le gouvernement changera peut-être, après vous n'en savez rien. Il n'y a pas besoin du 49.3 pour faire changer un gouvernement. Vous avez raison, les clés sont à Emmanuel Macron. Et oui. C'est le président de la République qui les a. Alors, parce que c'est très très intéressant ce débat, c'est pour ça que je mets le doigt là-dessus, c'est très intéressant. Philippe Brun. C'est simple, aujourd'hui 71% des Français souhaitent que nous censurions ce gouvernement. Moi, j'étais ce week-end dans ma circonscription, à Louviers, à Beauroger, en Roumois. J'ai serré la main de 200 personnes. J'ai vu que des gens qui m'ont dit on compte sur vous pour censurer le gouvernement. Mais vous avez eu que des amis, là. Non, j'ai vu. Non, je vous assure. Il n'y aura pas des anciens. Il y a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Pas des anciens avec des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que les gens ne supportent pas ce coup de force antidémocratique. Ils disent le 49.3. On est d'accord. Mais ce n'est pas antidémocratique. C'est l'acte suprême de la démocratie. C'est constitutionnel, mais pas forcément démocratique. Laissez-moi terminer. C'est tout le débat Laissez-moi terminer. Les gens nous disent le 49.3, ok, pour le budget, pour certaines réformes, la loi Macron, les histoires de notaires, bon d'accord. Mais là, c'est la retraite. Et la retraite, il faut un vote. C'est 2 années de vie dont on parle. Mais vous allez voter. Et c'est pas normal qu'il contre. Non, mais c'est contre le gouvernement, c'est pas contre la retraite elle-même. Ça revient à ça. Et si on avait voté, vous auriez perdu. C'est ça la réalité. Vous avez refusé de perdre. Donc ce coup de force, c'est surtout le président de la République a peut-être eu peur d'aller au vote, peur de perdre. Les gens nous disent, Jean-Jacques Bourdin, les gens ils nous disent, là, Macron, il est allé trop loin. C'est le verbatim du week-end. Tout le monde a entendu la même chose. Macron est allé trop loin. Et c'est la raison pour laquelle il faut voter la censure. Donc vous votez la censure. Même quand on est dans la majorité présidentielle comme M. Millienne, je crois qu'on doit voter la censure. On a besoin d'un nouveau gouvernement. On a besoin d'un nouveau gouvernement qui comprenne l'urgence sociale dans le pays et l'urgence démocratique. Monsieur Brun, je voterai en cohérence. Pour moi, cet après-midi, les contres doivent s'exprimer. Moi, j'ai toujours dit que je voterai cette réforme des retraites, quoi qu'il m'en coûte, parce que je suis persuadé qu'il faut rétablir les comptes de notre système de retraite. Et donc, je n'ai pas à voter la motion de censure. Après, le président fera ce qu'il veut, c'est dans sa main, c'est à lui de voir. Je vais entrer dans un autre débat, parce que, quand même, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je suis ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et je me mets à la place des Français. Il y a 2 motions de censure, et les Français ne comprennent pas cette vie politique, et nous irons, dans notre discussion, vers le compromis. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à ouvrir des compromis en politique? C'est l'un des seuls pays d'Europe où on n'arrive pas à discuter, à dialoguer, ce qui est regrettable pour la vie politique, la vie démocratique de ce pays. Il y a 2 motions de censure, et je vois alors des députés qui en voteront une, mais qui voteront pas l'autre, alors qu'elles portent sur le même texte. Comment voulez-vous que les Français comprennent ça? Comment voulez-vous, et je vais vous poser la question, Philippe Brun, vous voulez voter la motion de censure Lyotte, donc je suis signataire, donc c'est aussi la motion de censure socialiste. Bon, socialiste, mais vous ne votez pas la motion de censure du Rassemblement national qui est sur le même texte, qui est sur la même réforme. Comment voulez-vous que les gens comprennent ça? Il est 11h26. Emmanuel Ménard est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Je dis Emmanuel parce que je vous connais bien. Nous sommes de la même région. Eh bien. Oui, non, mais nous sommes de la même région. Puis j'aime beaucoup Emmanuel Ménard et Robert, je le dis franchement. Je ne partage pas toutes les opinions politiques peut-être d'Emmanuel et Robert, mais je les aime beaucoup. Alors Emmanuel. Non, également. Bon, Emmanuel, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Vous êtes députée non inscrite. Tout à fait. Je suis députée non inscrite et comme Véronique Besse l'a dit tout à l'heure, voilà, je suis très jalouse de mon indépendance et de ma liberté de vote. Oui. Je ne fais pas partie d'un groupe politique et encore moins d'un groupe politique où on nous demande de respecter des consignes de vote. Donc moi, je fais en mon âme et conscience. Oui. Pour parler très clairement, moi, je regrette ce 49.3. Oui. Mais je ne voterai pas la motion de censure. Je la voterai pas pour une idée toute simple. C'est que, d'abord, j'ai vu, et j'ai beaucoup regretté, qu'il y avait des députés de la France Insoumise qui avaient signé cette motion de censure. Moi, je me ferai jamais la complice de personne, et là je parle des députés, pas de Lyotte évidemment, vous le savez, je parle ici des députés de la France Insoumise, qui ont une telle détestation et un tel mépris pour nos institutions. Moi, je veux pas me faire l'allié du parti de la violence et du chaos, parce que c'est ça la France Insoumise. La France Insoumise, c'est la démagogie. Vous savez, ils proposent dans leur programme pour les retraites alternatives, c'est 1 600 € minimum pour tout le monde, départ à 60 ans, c'est n'importe quoi. On ne peut pas le faire et les Français le savent bien. La France Insoumise, c'est un parti qui se réjouit des malheurs de notre pays et je ne peux pas le supporter. La France Insoumise, c'est le parti des insultes permanentes, les assassins, les ballons de foot avec la tête d'un ministre, les appels, les menaces, les outrances, la délation même, ils publient des listes. Je ne peux pas supporter ça. Et la France Insoumise, je voudrais quand même le rappeler, parce que c'est important de le rappeler. D'abord, c'est le parti de la haine de la police. Je vous rappelle quand même que selon la France Insoumise, c'est la police qui tue en France. Et c'est la haine aussi de ce que Jean-Luc Mélenchon qualifie de système, mais dont il a toujours, lui, profité. Il a toujours profité de ce système. Et puis, il déplore que M. Macron ne soit pas légitime, mais ce sont ces députés qui ont voté pour lui au deuxième tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen. Alors moi, cette incohérence, ce chaos, cette violence, cette détestation de nos institutions, ce détournement, qu'est-ce que ça veut dire de chanter la Marseillaise avec le poing levé dans l'hémicycle? Je ne pourrais jamais être l'allié de ces gens-là. Bien. Eh bien, merci. Emmanuel, vous voulez répondre à Emmanuel Ménard vite, Benjamin Saint-Huil? Oui, je veux juste dire qu'il ne faut pas toujours se cacher derrière son petit doigt. Il faut 58, je vais terminer, chers collègues, avec beaucoup de respect. Il faut 58 signatures pour que la motion de censure soit déposée. Le groupe Lyotte, nous sommes 20. Et il y a une quinzaine de parlementaires qui ont signé. Non, 30, non, s'il faut 58, il n'y en a que 15. La motion de censure, elle a été signée par 90 personnes. Oui, un instant, Madame Ménard, j'y viens. Il faut 58 signatures pour pouvoir la déposer. Le groupe Lyotte, nous sommes 20. Nous avons donc forcément besoin que les oppositions viennent se coaguler à nous pour que nous puissions porter cette motion de censure. La réalité, c'est que les premiers que nous sommes allés voir, les premiers que nous avons interrogés, ce sont les Républicains, en leur disant, vous avez l'occasion d'assumer votre rôle d'opposition. Ils n'ont pas souhaité le faire parce que, en termes d'affichage, ils avaient du mal à l'assumer. À un moment donné, il faut bien trouver. Si j'ai bien compris, quelle hypocrisie chez certains députés LR. Voilà, ils ne signent pas la motion de censure, mais ils vont la voter. Ils ne signent pas pour pas être. Mais Jean-Jacques Bourlin, est-ce que mais comment voulez-vous que les Français aiment la politique? Est-ce que Emmanuel Ménard va voter la motion de censure du RN? Parce que là, il n'y a pas de sujet. Mais non plus, parce qu'elle ne sert à rien. Donc vous voulez une motion de censure qui est portée par des gens qui ne sont pas des extrêmes, je peux vous rejoindre. Mais à un moment donné, si vous ne signez pas les motions de censure que vous espérez, le gouvernement ne tombera jamais. Et aujourd'hui, le chaos et le désordre, c'est le 49.3. J'espère que M. Macron aura entendu justement le signal fort qui a été envoyé par l'hémicycle, mais aussi surtout par la rue, et qu'il décidera de lui-même, et sans 49.3, parce que de toute façon, je ne vois pas comment on pourra continuer autrement, un remaniement, et un remaniement en profondeur. Bon, et bien là, je peux vous rejoindre. Bon, ben voilà, Emmanuel Ménard, merci dans tous les cas. Premier compromis. Merci Jean-Jacques. Merci. Il est 11h31, c'est très clair. Vous avez votre avis, vous allez répondre. Hein. Vous avez votre avis sur la question. Nous allons regarder les manœuvres, parce que quand même, pardonnez-moi tous les trois, mais des manœuvres politiques à l'Assemblée nationale, il y en a en ce moment. Hein. Ça fleurit de tous les côtés. Nous allons en parler. 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons eu deux informations.
depuis 11h. 1. Véronique Besse votera la motion de censure, députée non inscrite de Vendée. 2. Emmanuel Ménard, député non inscrite de l'Hérault, ne votera pas la motion de censure. Un partout. Bien, il est 11h34, 287 voix. C'est une motion de censure. Alors, il y a 2 motions de censure déposées. La motion de censure Lyotte. Alors, tout le monde s'est rallié à Lyotte discrètement. Même le RN, j'ai vu, est prêt à voter votre motion de censure. LFI discrètement a co-signé cette motion de censure. On est bien d'accord? Oui. C'est-à-dire que vous rassemblez tous les extrêmes. On rassemble toutes celles et ceux qui veulent voir tomber ce gouvernement. Bon. Je le précise, le groupe Lyotte, c'est un groupe que je qualifierais de modéré. Moi, je suis issu de la gauche, il y a des gens issus du centre et de la droite. Si les modérés de ce pays, qui ont vocation à toujours chercher l'intérêt général en liberté, qui veulent voir défendre les territoires et porter une politique qui réponde aux besoins des gens, si ceux-là, ils sont dans une situation de déposer eux-mêmes une motion de censure, ça dit quelque chose de l'état du pays et de la manière dont le gouvernement a malheureusement, lamentablement échoué. Est-ce que dans le groupe Lyotte, les 20 députés voteront la motion de censure? Non, je ne le crois pas, Jean-Jacques Bourdin, parce que justement, nous sommes en liberté, donc je ne suis pas sûr que tous mes collègues le fassent. Je crois que 15 ou 16 ont signé la motion de censure, donc ceux-là, en cohérence, ils la voteront. Après, il y en a sans doute qui ne le feront pas, et moi je respecte ça. Dans votre groupe vous verrez ceux qui n'ont pas signé. Non, mais vous le savez. Oui, il y a les anciens UDI qui sont partagés, je pense, sur le sujet, parce que on peut l'entendre, mais moi je ne suis pas là pour convaincre tel ou tel député de voter. Je dis simplement qu'au-delà de la motion de censure, celui qui a les clés, celui en responsabilité, qui doit prendre des décisions, qui doit agir, qui doit changer, c'est le président de la République. Alors moi, je voudrais, parce qu'il y a une hypocrisie totale, on a souligné à juste raison l'hypocrisie d'Emmanuel Macron lui-même, qui a changé d'avis sur la réforme des retraites. On remarque qu'on peut changer d'avis. Mais Marine Le Pen aussi avait beaucoup changé d'avis. Marine Le Pen a changé d'avis, tout le monde a changé d'avis. Mais alors il y en a un qui a vraiment changé d'avis, je regrette qu'il ne soit pas là, c'est le député Dumont. Député Dumont, qui est député LR, voilà ce qu'il disait le 10 décembre 2019. J'ai vu son tweet. 10 décembre 2019. Si on veut préserver le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire ne pas augmenter les cotisations, ni diminuer les pensions, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 puis 65 ans, car nous vivons plus longtemps. Voilà ce qu'il a déclaré. Nous sommes en 2023, 4 ans après. Il va voter la motion de censure, il va voter contre l'allongement. Il est député LR. Pourquoi? Parce que c'est de la posture politicienne. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi ces politiciens? Non, il est élu d'une circonscription très populaire, il est élu de Calais. Donc il joue sa carte personnelle et pas l'intérêt général. L'intérêt général, non mais pardon. C'est QFD. Moi j'aimerais bien qu'il soit là, il n'a pas voulu être là, mais j'aimerais bien. J'attendais que ça sorte comme ça, alors ça c'est parfait comme réponse. Pardon, si l'intérêt général, c'est cette réforme mal fagotée que vous nous avez donnée, qui en plus, maintenant aujourd'hui, n'est même pas équilibrée financièrement. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes devant la Commission des finances, nous dit, dès 2023, la réforme elle coûte 400 millions d'euros de plus par an au budget des comptes publics. Oui, elle amène 6 milliards de mesures sociales en plus. Oui, mais cette réforme, elle est tellement mal faite. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Mais l'intérêt général, vous n'en avez pas le monopole. C'est nous qui décidons de l'intérêt général. Nous tous qui représentons l'ensemble du peuple français. Et l'intérêt général, ce n'est pas de faire travailler plus longtemps ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. L'intérêt général, c'est d'équilibrer les comptes. Non, on n'équilibre pas les comptes sur le dos des gens qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler le plus tôt et qui exercent les métiers les plus pénibles. Mais là, on est d'accord, mais c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de travail. Moi, je suis pas membre de son parti. Mais pardon, le député Dumont en 2019, vous pensez qu'en 2019, il pensait quoi? En 2019, il pensait que la réforme des retraites était indispensable pour équilibrer les comptes. En 2023... Parce que les comptes, la situation a vraiment changé avec le creusement du déficit. On peut faire différemment. Jean-Jacques Bourdin, on peut faire différemment. Moi, j'ai une réforme à vous proposer pour équilibrer les comptes. Vous, j'aimerais Jean-Jacques ce que vous faites de 43 annuités et de la retraite à 60 ans. Vous avez légitimement le droit de vous émouvoir en disant que c'est surprenant. Mais oui, en disant c'est une réforme de droite, c'est bizarre que la droite ne le vote pas. Mais il faut dire les choses clairement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui s'était fait élire en 2017 sur une promesse de politique nouvelle, où on va chercher les meilleures idées de la droite et de la gauche, on fait vivre l'intelligence collective. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'écoute plus que lui-même et que son camp resserré. Il n'est plus capable de créer les conditions de dialogue avec la droite responsable, avec la gauche responsable. Il n'est pas capable de construire des coalitions intelligentes. Et du coup, il est tenu par les contre-pieds des Républicains qui savent plus bien où ils habitent. Alors ça, c'est
très intéressant ce que vous dites, c'est vrai, Benjamin Saint-Tulle, parce que je vais vous poser quand même une autre question. C'est, on est dans une crise politique pour une raison toute simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que l'opposition n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors vous pourriez créer une majorité. Il y a une motion de censure. Vous, Philippe Brun, il y a une motion de censure qui est déposée par le Rassemblement national. Vous la votez ou pas? Vous voulez que les socialistes créent une majorité avec le Rassemblement national? Ah bah donc il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de censurer ce gouvernement. Ensuite, il peut exister. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas la motion de censure du Rassemblement national? Il doit y avoir, Jean-Jacques Bourdin, une seule personne qui ne banalise pas le Rassemblement national, ce sera moi. Et je serai peut-être le dernier à ne pas voter les propositions du Rassemblement national et à ne pas voter la motion de censure du Rassemblement national. Mais ça ne change rien. Mais ça ne change rien. Mais cela ne change rien. Cela ne change rien au résultat, puisque nous allons tous voter la motion de censure transpartisane. Et donc cela ne change absolument rien. Transpartisan pour faire tomber un gouvernement, mais vous n'êtes pas transpartisan pour construire une majorité, si j'ai bien compris. Je vous le dis, Jacques Bourdin, on peut avoir ce débat aujourd'hui. Ce matin, je crois qu'en France, nous avons une faible culture parlementaire et que les institutions de notre 5e République présidentialiste ont, de mon point de vue, apporté en tout cas des problèmes à notre vision du dialogue. Il faut qu'on ait davantage de dialogue. Moi je crois, que nous devons réfléchir à construire des coalitions différentes. Et c'est au président de la République de construire cette coalition. Je souligne tout ça volontairement, je suis un peu provocateur parce que je me mets toujours, j'adore ça, parce que je me mets toujours à la place des électrices et des électeurs qui ne comprennent pas toujours ces jeux politiciens et ces jeux parlementaires. Franchement, Bruno Millienne. D'ailleurs, il y en a trop de jeux politiciens, on le sait bien, c'est ce qui nous tue, et c'est pour ça que je me suis engagé aussi. Mais quand vous voyez le paradoxe qu'il y a dans cette assemblée où d'un côté, effectivement, et je suis le premier à les combattre, on ne votera jamais rien avec le Rassemblement national. En revanche, on s'allie avec la France insoumise qui bordélise l'Assemblée nationale depuis 2017 et qui ne fait qu'une chose, c'est mettre le chaos dans la rue. Moi, je me souviens, quand même encore pendant les Gilets jaunes de défiler dans la rue avec des députés LFI avec la tête d'Emmanuel Macron sur une pique. Et c'est avec cela qu'on s'allie pour 2022. Moi, j'ai un petit souci là-dessus. Le jour où tout le monde laisse tomber les extrêmes, moi, je travaille avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Ah, très intéressant. Alors, on y va. Alors, allez-y. Bon, disons les choses clairement. Moi, je fais partie de ceux qui rejettent le Rassemblement national avec fermeté et qui considèrent que la gauche radicale n'a aucune chance de diriger ce pays et qu'en plus, elle participe parfois à le rendre encore plus illisible. Quand on a dit ça, en fait, il y a un point commun entre les gens qui sont là autour de la table aujourd'hui. Nous avons tous, je crois, voté pour Emmanuel Macron au 2e tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que nous sommes représentatifs de notre société. Un électeur sur 2 qui a voté Emmanuel Macron au 2e tour l'a fait pour éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc ne nous demandez pas de voter avec l'extrême droite, ça n'a aucun sens. Et cette motion de censure, c'est de la communication politique. Vous tombez dedans à pieds joints parce que vous savez bien que le Rassemblement national ne fera jamais passer cette motion de censure. La seule qui puisse passer, c'est la motion transpartisane que Lyotte a déposée. Mais pour dire les choses clairement, la réalité, c'est que le gouvernement doit tomber parce qu'il est carbonisé. Il a choisi un 49-3 en force alors qu'il est minoritaire et dans la rue et au Parlement. Le président de la République doit acter qu'il s'est trompé. Macron 2 doit tuer Macron 1 et il doit dire enfin, j'ai compris, je n'ai plus les pleins pouvoirs, je ne suis plus en majorité absolue, je dois travailler différemment. Et alors là, vous nous reparlerez de coalition à l'allemande, d'intelligence collective, mais c'est à lui de l'organiser. Ouais, mais je rajouterai une chose, Jean-Jacques, si vous permettez. Il faut absolument, du coup, que nous, députés, là c'est de nous que je parle, nous, députés, nous nous mettions en dehors des postures, dans la possibilité de travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Bah, ça, j'imagine. On va parler de cela parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que construire des compromis, il n'y a pas de culture de compromis, on le disait, en France, malheureusement. Mais comment faire? Il faudrait que vous, députés socialistes, vous libériez de la France insoumise. On est tout à fait libre, Jean-Jacques Bourdin. On a une totale liberté de vote. Comprenez ce que je veux dire, vous libérer, c'est-à-dire ne plus... Ah oui, vous libérez. Oui, nous sommes totalement libérés. Sortir de la NUPES. Sortir de la NUPES. Mais ça, c'est le rêve. Redevenir le Parti socialiste. Ça, c'est le rêve de la Macronie. C'est que nous soyons divisés pour qu'ils puissent gagner toutes les élections. Non, c'est pas le rêve de la Macronie. Je veux dire quelque chose. On n'est pas prêt de construire une culture de compromis. Non, mais je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, le Parti socialiste vote de manière totalement autonome à l'Assemblée nationale. Nous avons, par exemple, voté. Vous ferez quoi?
On verra très bien. Pour l'instant, on est très très loin d'une liste commune avec qui que ce soit d'autre. On verra bien. Vous êtes en discussion d'une liste commune ou d'une liste indépendante? Je pense qu'il faut une liste commune de la gauche. Oui. Voilà. Bien, mais quel rapport? Mais quel rapport? Le compromis est déjà mort. Pourquoi? On peut faire des compromis avec tout le monde. On pouvait faire le compromis avec la gauche. Oui. Tout à fait. Mais pas cette gauche-là, cette gauche radicale-là, celle que porte Jean-Luc Mélenchon. Vous la caricaturez en permanence. C'est pas à moi que vous allez Vous parlez de la bordélisation à l'Assemblée, monsieur Millienne, d'accord? Moi, je peux vous dire qu'y compris vous bordélisez souvent, d'accord? Donc les caricatures de la France insoumise est un peu et donc moi je veux dire, les députés macronistes sont les premiers à bordéliser, les premiers à insulter, les premiers à faire des tweets contre les députés les uns et les autres, à insulter les grands-parents des uns et des autres. Donc, écoute, je vais vous prendre. Moi, je ne suis pas LFiste, d'accord? Vous voyez, d'accord? Donc ce n'est pas ce que je suis. Bien, mais comme vous en défendez, non, mais donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ne pas se payer de mots. Ce qu'il faut, c'est travailler dans l'intérêt du pays, d'avoir un Parlement qui parlemente, un gouvernement qui soit responsable devant le Parlement. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est de faire tomber ce gouvernement et au président de la République de construire un gouvernement d'union nationale. Et nous sommes prêts à discuter de ce sujet. Je précise que ce n'est pas le cas des socialistes. Je vous mets en dehors de tout ça. Qui réclame la démocratie au Parlement et pose systématiquement des motions de rejet? C'est démocratique, une motion de rejet. Quand vous mettez une motion de rejet, c'est que vous n'avez pas envie de débattre. Qui a dans son programme le droit révocatoire et quand un de ses députés a un problème, ne le pratique pas? Qui nomme ses dirigeants au lieu de les élire? Excusez-moi, il y a un moment, quand vous parlez de démocratie, toutes les 30 secondes... Vous parlez de la République En Marche? Vous l'appliquez, non, je parle de la France Insoumise, vous l'appliquez à vous-même. Qui a élu le président de Renaissance? C'est mon avis, et je ne juge pas le fond. C'est pas le sujet, messieurs. Non, mais je ne juge pas le fond de l'affaire, mais soyez en accord avec ce que vous prenez. Et la France Insoumise n'est pas en accord avec ce qu'elle prend. Alors, il est 11h46, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. C'est passionnant, ce débat politique. C'est passionnant parce que on essaie de faire avancer les choses, au moins. Bon, c'est bien beau de déposer des motions de censure, on la vote pas et tout, mais après. Bon, mais moi, je voudrais faire avancer les choses. Et Bruno Millienne, vous avez une idée, tiens. Lancez. Allez-y. Adressez-vous au président de la République. On va déjà essayer de partager un constat. La géographie de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est bien un signal que nous ont envoyé les citoyens, non pas de nous affronter, mais de travailler ensemble. Mais oui, on est bien d'accord. C'est ce que demandent les Français. Est-ce que si tout le monde est d'accord sur ce constat-là, je ne suis pas président de la République et il vaut mieux pour les Français, mais moi je serai le président de la République, je dirais ok, j'ai entendu... je vous donne 3 semaines aux Républicains, ceux qui sont républicains, républicains et démocrates, je mets les extrêmes en dehors, pour constituer un gouvernement autour d'un projet commun et de me proposer un Premier ministre. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez... Mais c'est Bruno Millienne tout seul qui parle, c'est pas le modèle. Bruno Millienne, il faut qu'il parle au président. Donc vous excluez la France Insoumise et le Rassemblement National. Pour moi, je mets les deux dos à dos. Vous mettez les deux, vous les sortez et vous dites à tout le monde, à tous les autres, venez autour d'une table, 3 semaines, je suis président de la République, mettez-vous autour d'une table pendant 3 semaines, réfléchissez à un programme et proposez-moi le nom d'un Premier ministre. Vous adhérez ou pas? Tiens, on fait un tour de table, Philippe Brun, vous êtes député socialiste. Moi, l'idée d'un gouvernement d'union nationale, je ne la rejette pas. Je crois d'ailleurs elle correspond à ce que les gens attendent aujourd'hui. Mais cette union nationale, elle doit se faire en respectant chacune des identités politiques de chacun. Je vous le dis. Et il faut savoir de quoi on parle. Si c'est pour faire le programme d'Emmanuel Macron, la réponse est non. C'est pour faire un autre programme. Donc oui, je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Je pense que si on met à l'écart LFI et RN. C'est pas ça la question. Pour moi, la question c'est qu'est-ce qu'on défend. Si un gouvernement national qui fait. Donc c'est mal barré. C'est déjà mort. Non, un gouvernement national qui dise nous défendons la hausse du SMIC, d'accord, le droit au départ à la retraite à 62 ans, le blocage des prix, le blocage des prix, la question également des services publics en milieu rural. Non, 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont leurs annuités. Bref, défendre ces sujets-là, moi je crois que cela a un intérêt. On pourrait éviter effectivement réfléchir à cela. Mais on n'y est pas. On n'en est pas là aujourd'hui. On est dans une présidence jupitérienne qui refuse de... Non mais si, le compromis est possible. Mais encore, il faut qu'on soit plusieurs à le vouloir. Bien. Ça serait un groupe politique, imaginons. Ça serait pour le président de la République un gros coup politique. Je pense que dans la majorité, beaucoup n'accepteraient pas cela aussi. Mais enfin, moi, j'ai pas trop de problèmes à proposer cette solution. C'est dans l'ADN du MoDem. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait une bonne solution, Benjamin Saintuy? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent à sortir de cette crise
démocratique parlementaire, ils vont dans le bon sens. Mais cette politique fiction, elle trouve sa limite intellectuelle à ce stade, à savoir si le président de la République est capable de faire acte de contrition, capable de comprendre que son programme électoral n'est pas majoritaire dans ce pays, qu'il faut donc le mettre de côté et créer les conditions pour définir ensemble les priorités. Moi, je considère que les priorités, c'est le travail, c'est l'hôpital public, c'est l'éducation nationale, ce sont les territoires. Donc, si le président de la République nous dit « venez travailler avec nous pour faire ce que j'ai rêvé de faire », ça sera évidemment non, puisqu'ils se sont trompés. Même si maintenant, on change de président de la République, non pas de personne, mais de méthode, et qu'il change son logiciel, alors j'imagine que les intelligences qui veulent voir la France réussir et le pays apaisé vous y croyez, auront envie. Je parle pas d'Emmanuel, de la volonté d'Emmanuel Macron, mais je vous parle. S'il propose ça, vous croyez vraiment que ça peut créer... Non, mais Jean-Jacques Bourdin, il y a quand même... Je vois la situation politique tellement bloquée. Si on peut, avec un tout petit peu de lucidité, on a des lois qui arrivent. On va passer l'épisode de la réforme des retraites. On a une loi très importante qui arrive, c'est sur la loi travail. Là, il y a vraiment des choses à faire. Et il y a vraiment des choses à faire en commun. Tous ensemble, parce que le rapport au travail, la façon dont on aborde le travail aujourd'hui est différente. Moi, je trouve insupportable aujourd'hui, alors je pense que ce n'est pas constitutionnel, mais qu'on en soit encore à se poser la question de l'égalité des salaires hommes-femmes, ça devrait être réglé depuis plus longtemps. Mais bien sûr. Ça devrait être imposé. Les carrières longues, ça devrait être réglé depuis longtemps. Les seniors, on a fait beaucoup de choses pour la formation, pour l'apprentissage, on en a pratiquement 1 million, on ne s'est toujours pas occupé de l'assignation à métier que vivent certains de nos concitoyens. On ne construit pas les passerelles. Tout ça, c'est des combats qu'on peut avoir en commun. Oui. Parce que Benjamin Saint-Une, il nous reste 1 minute 20. Il dit des choses intéressantes, mais il faut dire aujourd'hui que le gouvernement, il se trompe dans la méthode. Je vais prendre un exemple. On parle des retraites, entêtement, surdité. Mais je prends un autre exemple. On va voter demain soir le nucléaire. Le nucléaire, à l'exception des Verts et des Insoumis qui étaient opposés par principe, j'allais dire, toutes celles et ceux qui sont dans l'hémicycle étaient plutôt intéressés. Le gouvernement, par voie d'amendement, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il a ajouté la fusion des éléments de sûreté. Un bordel absolu. Tout le monde était opposé. La concertation n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que c'est bien la méthode qui pose problème. Mais ça, je le reconnais. Même les collègues de Bruno Millem. Même moi, j'ai posé un amendement pour essayer de sauver le truc et redonner la main aux parlementaires. C'est le bazar. Bon, c'est le bazar. Oui. Vite, la 6ème République. Donc, il n'y a pas de majorité. Donc, si j'ai bien compris, sans que vous ne respecterez pas le droit révocatoire pour vos troupes. De majorité dans l'opposition. Il n'y en a pas. La clé, c'est Emmanuel Macron. La clé aujourd'hui, c'est de construire un compromis nouveau sur des bases nouvelles qui ne sont pas des bases ultra-libérales et antisociales que sont celles qui sont proposées par le président de la République aujourd'hui. Bon, écoutez, on n'est pas au bout de nos peines, hein, les Français. Et il est quelle heure ? Il est 11h55. Merci à vous. Merci Jean-Jacques Bourdin. C'était très très intéressant, hein, vraiment franchement, très intéressant parce que ça nous permet de, au-delà des postures des uns et des autres et au-delà de cette volonté sans arrêt de créer le clash, essayons quand même de réfléchir pour faire avancer les choses. Il est 11h55. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05. Je reçois le colonel Pierre de Jong, ancien chef de corps du 3e RIMA, régiment d'infanterie de marine, aide de camp de 2 présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac. Exactement, c'est un miracle. Oui. Fondateur de l'Institut Thémis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Agir entre les lignes, Mareuil Édition. Nous allons parler de ces sociétés militaires privées qui finalement peut-être permettent aux États de faire la guerre par personne interposée. Nous allons en parler, mais c'est très très intéressant. Évidemment, Blackwater, Wagner et autres sociétés privées. Mais ça tombe bien. Aujourd'hui, ça tombe bien. Il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a 20 ans, 2003, c'était la guerre en Irak. Le début de la guerre en Irak. Une guerre en Irak, 2003. Vous étiez à l'Élysée en 2003 ? Pas du tout. En fait, j'avais quitté l'armée déjà. Et j'étais dans une société et j'ai suivi ça de très près. D'autant que j'avais un petit contrat avec France Inter et j'ai fait le 7-9 de Paoli pendant 1 mois et demi. J'ai suivi cette guerre millimètre par millimètre. Millimètre par millimètre. Pierre de Jong. Alors, Irak 2003, 4500 soldats américains morts, 200 000 civils irakiens morts, pour une guerre qui finalement
n'a servi, on ne sait pas trop. Une guerre dont personne n'est sorti gagnant. On a passé à une guerre préventive. Oui. En fait, les Américains ont projeté sur l'Irak une espèce de fantasme d'une menace, et en fait, c'était une destruction. Et malheureusement, et avec l'Afghanistan et l'Irak, ça a créé un énorme problème, parce qu'ils sont restés en Irak presque 10 ans, et ils ont laissé derrière eux une espèce de pays complètement déstructuré, complètement détruit. Oui, enfin, totalement détruit. C'est un régime, le régime irakien, qui est ni pluraliste, ni répressif. C'est un qui est tenu par des islamistes chiites, mais sans qu'ils soient trop islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une... c'est un pays où les influences sont nombreuses. L'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs influences, conflits de toutes les influences. L'Irak, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, alors que l'Irak est producteur de pétrole, évidemment. Les Américains sont partis sans rien finalement laisser derrière eux. Ils devaient théoriquement ramener la démocratie, évidemment elle n'est pas là, parce que au-delà des sunnites qu'il y a dans le nord, vous avez les chiites qui sont dans le sud, à Bassora. Donc le pays comme profondément divisé, il y a avec deux pressions majeures, l'une du sud de l'Iran et l'autre du nord, par la Syrie, par tous les pays sunnites. Donc encore une fois, le pays est fortement déstabilisé, et malheureusement, si vous voulez, la fin de Saddam Hussein aujourd'hui est encore, si vous voulez, est restée, ou même on veut dire même presque son assassinat quelque part, et c'est resté quand même une marque indélébile sur la politique américaine au Moyen-Orient. Alors, colonel De Jong, justement, aucun compte à rendre. Les États-Unis n'ont rendu aucun compte de leur intervention en Irak, et le droit international a été bafoué. Je vous pose la question. Alors c'est l'avantage des mondes unipolaires, que du bipolaire en 90 vous passez au monde unipolaire, vous êtes le roi du monde, donc évidemment qui peut vous embêter? Pire que ça, rappelez-vous aux Nations Unies, lorsqu'ils ont essayé de démontrer que avec la petite capsule d'Anthrax, ils ont essayé de démontrer que il y avait une espèce de danger majeur provenant d'Irak. Et bien évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut quand vous êtes le maître du monde, faites ce que vous voulez. Ça a changé. Ça a changé aujourd'hui, c'est multipolaire. Exactement, depuis le 24 février, vous avez un vrai retournement, et là on assiste à une espèce d'émergence des pays. Même avant le 24 février 2022, même avant, avec la montée en puissance de la Chine, avec un monde multipolaire, même avant. Oui, mais en même temps, vous savez, les Européens, on aime bien les dates, on aime bien les moments. Oui. Et c'est vrai que ce moment fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la Russie, elle n'est plus européenne réellement. Et c'est le cœur du problème. Et en faisant ce choix chinois, puisque aujourd'hui, Xi Jinping, aujourd'hui, est à Moscou, vous avez une espèce de stratégie, si vous voulez, je dirais presque anti-occidentale, qui va se mettre en place. Parce que c'est ça la force de Poutine. Au-delà de l'échec, bien évidemment, de l'invasion de l'Irak, c'est le fait qu'il a réussi, en fait, quelque part, à fédérer l'ensemble des pays du Sud contre l'Occident. L'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, etc. Plus largement, oui. Plus largement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes ces tentatives, parce que la Russie aussi a essayé de maîtriser l'Afghanistan de la même manière, et a échoué aussi, l'Union soviétique. Tous ces pays, ces grandes puissances qui ont essayé de s'imposer sur des territoires lointains ou proches sur les territoires qui souhaitaient leur indépendance, ces grandes puissances n'ont jamais réussi. Les guerres injustes finissent toujours mal, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et ce qui risque d'arriver d'ailleurs en Ukraine. Ah, ça me paraît assez mal parti, comme on dit. Oui, indéniablement. Le prix à payer va être énorme, probablement énorme. Les dégâts seront énormes, la guerre va durer, les dégâts seront énormes. D'autant que la Russie a quand même 7000 ogives nucléaires, et donc on s'amuse pas trop avec quelqu'un qui a 7000 têtes, même si aujourd'hui, il semble être sur le rail qui l'amènerait directement au TPI, mais c'est pas demain la veille qu'il va y aller, ça c'est certain. Bien, il est 12h10. Allez, nous allons observer une petite pause et nous parlons des sociétés militaires privées, l'objet de votre livre, Père de Jong, 12h10. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Père de Jong, il est 12h14. Alors, ces sociétés... Alors, on parlait de la guerre en Irak. On a découvert, beaucoup, le grand public, pas vous, mais le grand public a découvert Blackwater à l'occasion de la guerre en Irak. Rappelez-nous ce qu'était Blackwater. Les chiffres sont énormes. Blackwater, c'est une société qui a été créée sur le concept suivant. C'est-à-dire qu'en fait, après 90, il y a une chute des budgets de la défense dans le monde entier, baisse des armées, baisse des activités, etc., etc. Donc il a fallu compenser. Et donc le soldat devenait cher et devenait rare. Donc en fait, à l'époque, c'était Dick Cheney, qui était à l'époque le ministre de la Défense, qui a dit, faisons des économies, le soldat va être consacré à la guerre, exclusivement à la guerre. Et tout l'environnement va être pris en compte par des sociétés militaires privées. Et Blackwater est arrivé dans le dispositif. Oui. Eric Prince étant un homme d'affaires, un ancien officier des SEAL, mais surtout un homme d'affaires, par sa famille est globalement assez riche. Il a investi, il a créé une très grosse société. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y avait en gros un contracteur, comme on dit, pour un soldat américain.
Oui, pour un soldat. Mais, le ratio est absolument énorme. C'est énorme. Le ratio en Irak, par exemple, que vous citiez à la seconde, c'était un contracteur pour 100 soldats. Ah oui. Alors, il y a Blackwater côté américain, il y a Wagner. Pas tout à fait pareil, Wagner. Hein. C'est vraiment un engagement très militaire, Wagner. Hein. Wagner, c'est une excroissance, en fait. C'est une excroissance, oui. On est quasiment en 1921 avec la création des sections d'assaut du parti nazi. C'est un outil militaire agressif au profit du pouvoir. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est un objet volant non identifié quelque part. Je veux dire qu'il répond à aucune norme. Alors que le Blackwater répondait à des normes américaines extrêmement strictes. Alors, il y a eu des bavures, mais autant que l'armée américaine on a eu en Irak. Oui. Donc je veux dire, c'est le problème du conflit, c'est le problème du stress des soldats, c'est le problème de la guerre. Donc encore une fois, Blackwater, il y a eu assez peu de dérives, alors que Wagner a dépassé totalement les limites. On est dans un autre monde. Ouais, dans notre monde avec Wagner qui est influent aussi en Afrique maintenant, vraiment ou... Ah non, c'est un truc extrêmement sérieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Wagner n'est que la tête de gondole de la politique étrangère russe. Et très concrètement, Wagner, c'est le troisième pied d'un triptyque qui est fondé, sur la sécurité, c'est Wagner, ça c'est la partie visible, etc., sachant que Wagner n'a aucun bureau dans le monde entier, donc non contactable, non touchable, non vérifiable. Deuxième truc, c'est tout ce qui concerne la guerre de l'information, avec une structuration, avec des usines à trolls, etc., qui fonctionnent très bien, puisque c'est eux qui ont, entre autres, qui en 2016 ont déstabilisé l'élection américaine. Et puis le troisième, qui est extrêmement puissant, c'est une myriade, je dis bien une myriade de sociétés extrêmement techniques, dédiées à une activité, encore une fois, d'accès, si vous voulez, à la ressources naturelles ou aux matières premières, etc. De l'or, le pétrole, etc., etc. Et ça, c'est du business normal, entre guillemets. C'est que les sociétés sont russes, détenues en partie par Prigojine. Ils négocient des contrats avec les États. Et bien sûr, ces flux financiers remontent sur Wagner, sur Concorde, parce que la holding s'appelle Concorde Management, qui est à Saint-Pétersbourg. Donc vous avez une holding qui est haut placée avec toute une série de filiales en bas. Donc Wagner n'est qu'une des filiales du système. Voilà, du système. Alors, évidemment, cet engagement de Wagner crée quelques tensions au sein du pouvoir russe. On les a remarquées, évidemment, notamment avec l'armée traditionnelle russe, qui n'aime pas trop. Est-ce que les armes... Parce qu'il y a d'autres... on a parlé de Blackwater. Wagner, c'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que d'autres États possèdent comme ça des sociétés paramilitaires privées ? Oui, les Turcs, ils ont une boîte qui s'appelle Sadat, par exemple. Oui. Qui est une boîte qui est très influente, qui a fait la guerre en Libye dans les années 2016-2017 et qui a participé à ces combats, mais du côté des forces de Tripoli, contre Haftar. Ça, c'est un point, mais on les voit aujourd'hui en Afrique. Même concept que Wagner, ils sont derrière les ventes d'armes. Alors, ils sont beaucoup plus discrets et ils font de la relation avec les États sur l'islam et sur le fait que, étant musulmans, il est normal qu'on les fasse travailler. Les Chinois, avec une boîte qui s'appelle le Frontier Service Group, qui a été créée d'ailleurs à l'origine, il y a 5 ans, par Prince, qui était d'ailleurs à l'origine le créateur de Blackwater. Les affaires n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de problème. Donc, les Chinois sont extrêmement présents. Et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu un assassinat de 5 ou 8 Chinois il y a quelques jours au Nord Mali, et vous allez voir que les sociétés militaires privées chinoises vont arriver au Mali extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quelque part, ces sociétés ont 2 missions. La première sont des missions de sécurité au profit des entreprises, protection des Chinois, etc., dans les mines, etc. Et le deuxième volet, c'est un volet d'action complémentaire ou d'action périphérique au profit des armées. Il y en a d'autres pays ? Israël, non ? Ah ben non, le Canada, Israël. Alors Israël, c'est extrêmement prudent. Ils ne sont pas du tout visibles, entre guillemets. Bon. On va dire que c'est plutôt les services de renseignement israéliens qui sont très présents. Par contre, les autres pays, c'est les Canadiens, évidemment les Britanniques, qui ont un énorme programme actuellement dans le lac Tchad, qui s'appelle ASI, donc c'est la société qui s'appelle Adam Smith International. Donc ils ont des très gros contrats. Lac Tchad. Mais autour du lac Tchad, sur les 4 pays, concrètement le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria. Des programmes de sécurisation, mettre en place des programmes, ce sont des programmes d'influence, puisqu'en fait l'État britannique, si vous voulez, investit sur ce genre de société pour être présent et bien évidemment pour développer et de la sécurité. Qui développe c'est l'influence par la sécurité, c'est ce que fait Wagner d'ailleurs. C'est l'influence par la sécurité. Et derrière vous avez... C'est l'objet de votre livre. Bien évidemment, et puis derrière vous avez le service après-vente qui est des ventes d'armes, de la présence, de l'influence. C'est passionnant. Et les Français alors ? C'est une nouvelle manière de faire de la politique. Mais oui, les Français... c'est une manière de faire la politique et de faire la guerre. Remarquez, pardon, avant de parler des Français, mais les mercenaires de tout temps dans l'histoire,
On a connu des mercenaires. On a connu des hommes qui ont toujours eu la science et le goût du combat et qui sont allés se battre contre de l'argent. Alors, depuis le départ, pour les Français, depuis le départ de Bob Denard en 95, si vous voulez, le mercenariat d'État, et c'est fini, on a largement tourné la page. Autant que la France a mis en place une loi anti-mercenariat qui date d'avril 2003 et qui est extrêmement restrictive. Et à un point tel, c'est que cette loi empêche quelque part, si vous voulez, le développement de sociétés comparables à pas Wagner, parce que Wagner, c'est un modèle incomparable et indépassable. Mais sur un modèle, je dirais, un modèle qui permettrait aux armées d'avoir, si vous voulez, une espèce de système de logistique ou un environnement, si vous voulez, avec d'anciens militaires. Parce que les ESSD, parce qu'en France, on ne dit pas SMP, il y a deux mots en trop. Il y a le mot sécurité, il y a le mot militaire et le mot privé. Sécurité militaire privée, il y a le mot militaire et le mot privé. Donc, vous savez, les Français, la sémantique, on n'aime pas trop ça. Donc, on appelle ça ESSD, ce qui veut rien dire, sauf pour des Français, entreprise de services de sécurité de défense. Alors, il n'y a que nous qui disons ça. Quand on dit ça, quand on dit ça en anglais, le gars, il vous regarde comme si on était sur la planète Mars. Et on voit que ces sociétés-là ne se sont pas développées. Et malheureusement, dans un cadre qui est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que nous, on a trois grands chocs. Pourquoi on n'y arrive pas, nous ? Parce que, vous savez, on a un modèle... on ne veut pas. Il y a une volonté politique. Il y a un modèle guerre d'Algérie contre un bal depuis les années 60, qui est un modèle très confortable, très embourgeoisé. Et malheureusement, ce modèle convenait. Et si vous voulez, la lutte contre le terrorisme était très pratique, parce qu'on avait un ennemi qui était taillé à la taille de nos armées. Un ennemi en mobilette. Barkhane, c'est 5000 hommes qui courent derrière 300 mecs en mobilette. Donc, c'est pas plus que ça. Donc, c'était pratique. Et là, patatras, 24 février, vous avez les Russes qui rentrent en Ukraine. Et là, on découvre la haute intensité. Mais nous, on a une armée qui n'est pas prévue pour ça. On avait 80 le César, on a donné la moitié déjà. On n'a plus d'artillerie solaire. Il nous reste 200 avions. Et on en avait 600 quand j'étais commandant. À l'époque, on avait 1400 Leclerc. Il nous en reste 222. Donc notre armée est totalement pas au niveau. Et on voit, enfin, pas au niveau, je m'entends. En termes de taille, en termes de stock, on n'est pas capable de mener une guerre de haute intensité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une guerre traditionnelle de haute intensité. Oui, conventionnelle. Parce que conventionnelle, oui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un exemple concret. Il y a 48 heures, l'OTAN a annoncé qu'ils allaient renforcer avec 300 000 hommes sur la frontière est en Europe. On va envoyer qui en France ? On est une toute petite armée à 70 000 hommes. On voudrait être leader. Alors en Roumanie, on est présent, mais avec combien d'hommes ? Avec 1000 hommes. Donc on voit bien qu'il va y avoir une espèce de transfert. Et ça, c'est le deuxième grand choc. Le premier grand choc, c'est cette guerre en Ukraine qui fait qu'on est obligé de faire effort quelque part et donc de désengager. Mais on fait effort. J'ai vu les budgets, Pierre de Jong. Effort partout, effort nulle part. C'est-à-dire, en fait, quand on étale, si vous voulez, une armée qui est faible en effectif sur l'ensemble de la planète, vous faites effort nulle part. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'effort, il doit se faire en Europe. Et concrètement, les ESSD, c'est ça mon combat, entre guillemets, mon combat ou ma guerre quelque part. Vous pensez qu'il faut créer ? Mais elles existent déjà. Oui, mais qu'il faut les développer, qu'il faut les encourager. On fait de la formation, on n'a pas d'armes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un problème d'armes. On fait de la formation. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux armées françaises, tout ce qui est formation, laissez-nous faire la formation. En Afrique, en Roumanie, en Pologne, ou en France, exactement. Gagner des effectifs. C'est une logique, je dirais, une logique d'économie des moyens. Vous pourriez attirer aujourd'hui des jeunes ou moins jeunes pour venir. Mais Thémis, on a 80 experts qui travaillent dans toute l'Afrique depuis 10 ans. Je parle de pour former, il y aurait des jeunes qui seraient formés, mais il n'y a aucun problème. Pour participer, qui seraient payés pour aller faire la guerre. Alors non, justement, là il y a une limite, c'est que les lois mondiales, la loi mondiale, c'est simple, c'est le mercenariat, c'est qu'on peut pas faire une boîte privée. C'est pour ça qu'ils sont indépassables et infréquentables. Mais les Turcs aussi sont payés pour aller faire la guerre, non ? Oui, parce que c'est les services de renseignement qui sont derrière. Mais les Anglais aussi. C'est compliqué, non. Encore une fois, les Anglais sont beaucoup plus discrets. Encore une fois, vous avez une limite, la limite officielle qui fait qu'une ESSD ou une SMP ne fait pas la guerre. Pourquoi ? Parce que vous êtes justiciable d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est régalien. Le régalien, l'usage des armes, l'usage de la violence, ce sont les États. Tout ce qui est l'usage des armes dans notre moment, c'est soit les services de renseignement. Vous savez bien que beaucoup de pays contournent ces règles. Oui, mais il faut être plus malin. Aujourd'hui, la France, on n'en est pas là. On est sur un modèle gentil garçon. Et donc, même si, vous savez, s'ils confiaient des missions logistiques ou des missions de formation aux ESSD, ce serait déjà des milliers d'hommes d'économiser. Rien que de faire ça. Mais à la limite, la Légion étrangère, on pourrait presque... Bon, la Légion étrangère n'est pas engagée sur des terrains, ou très rarement, mais on pourrait presque penser que qu'on pourrait constituer avec la Légion étrangère une milice comme ça, Beaucoup de gens le pensent, en fait, non pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces hommes nous rejoignent, ils prennent un nom XYZ, donc ils se transforment, et ils sont français par le fait qu'ils sont français par le sang versé. C'est qu'ils deviennent soldats français quand ils servent le drapeau français. D'accord. Alors qu'encore une fois, une ESSD
ou une SMP, ce sont les entreprises. Elles fonctionnent comme les entreprises. Donc c'est tout le sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée française, qui n'est pas habituée, l'armée française n'a pas de vocation, si vous voulez, à comprendre le monde des affaires. C'est pas leur monde. D'autant qu'en France, on est sur un modèle qui dit que, comment dire, un hussard de 30 ans est un Jean Foot parce qu'il n'est pas mort. Donc on est sur un modèle extrêmement opérationnel. Donc l'armée française a encore un regard un peu distancié par rapport au monde des affaires, mais par rapport à ses relais de croissance et ses relais d'action qu'elle pourrait avoir sur le terrain. Et qui freine ? Je pense que les militaires eux-mêmes. Les militaires eux-mêmes. Parce qu'ils sont extrêmement stressés par le fait qu'ils se disent que, les sociétés comme les miennes qui pourraient éventuellement leur prendre des missions, et ça c'est le truc, c'est très embêtant, c'est régalien, c'est à moi, c'est très franco-français, c'est très précaré, vous voyez ce que je veux dire. Et le deuxième, ils se disent, si Bercy réalise qu'on donne des missions à des sociétés comme Thémis par exemple, ça veut dire que Bercy pourrait nous récupérer les budgets qu'on aurait éventuellement concédés à des sociétés privées. C'est tout le problème. Encore une fois, il y a un vrai problème entre le public et le privé. Il y a de beaux discours, il y a de beaux colloques qui sont faits autour du sujet, mais c'est rarement mis en œuvre. Et on voit qu'aujourd'hui, si vous voulez, cette guerre en Ukraine nous oblige quelque part à revoir les choses totalement. Encore une fois, les militaires ne sont pas totalement réfractaires. Je vois, moi, les contacts que j'ai au meilleur niveau, si vous voulez, dans cette armée, parce que la plupart des généraux d'aujourd'hui qui sont aux affaires, ils sont remarquables au passage. J'étais mes capitaines, mes lieutenants quand j'y étais, et je les connais très bien, c'est moi qui les ai notés en partie. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour C'est vrai que l'état-major français est de grande qualité aujourd'hui. Ils sont extraordinaires. Enfin, je dis, des grands professionnels et très ouverts, très communicants. C'est vrai. Et on a affaire à des gens de très, très haut niveau. De temps en temps. Indéniablement. En tout cas, ça permet de comprendre votre combat et ça permet de comprendre ce que font ces sociétés militaires privées ou autres, puisque en France il faut employer d'autres mots. Agir entre les lignes, le colonel Pierre de Jong, lisez Maraille Édition. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci. André Berkoff.